Info. C'est l'heure du mag. Le mag sur IEJ. Bonjour à tous, bienvenue sur IEJ Radio, il est 14h. Aujourd'hui, dans notre émission, nous parlerons de la Turquie, acteur majeur des relations internationales. La Turquie est aujourd'hui devenue indispensable aux yeux de l'Union européenne. Sur fond de crise des migrants, de guerre en Syrie et de lutte contre le terrorisme, cet État démocratique islamo-conservateur centralise les attentions. Plus de 30 ans après la demande d'adhésion à l'Union européenne, la Turquie semble avoir changé de dimension. IEJ. Au sommaire de cette émission, nous retrouverons notre spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, Alexis Lemeur. Il nous présentera dans quelques minutes les grandes lignes de la politique de la Turquie sur la scène internationale. Notre reportage du jour est signé Maxime Dubois. Il reviendra sur l'oppression que subit la communauté kurde en Turquie. Et enfin, dans le billet d'humour de l'actu, notre tête de Turc préférée nous réservera quelques surprises. Je parle bien sûr de Jean-Baptiste Graziani. IEJ. Mais tout de suite, Guillaume Dussour est avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Alors Guillaume, vous allez nous replacer le contexte géopolitique historique de la Turquie. Effectivement, de tout temps la Turquie s'est cherchée. Orient ou Occident, Europe ou Asie, depuis la fondation de l'Empire ottoman par Osman Ier, ce tiraillement marque le pays. Soliman le Magnifique au XVIe siècle s'allie avec François Ier et exporte la grandeur de l'Empire alors à son apogée. Un premier pas vers l'Europe et bien plus tard un premier drame. Une véritable tragédie grecque, Guillaume. Surtout pas en Turquie, Alexandre. L'ennemi héréditaire, c'est la Grèce, le voisin européen orthodoxe. Après l'occupation de la péninsule hellénique au Moyen-Âge, le pays entame une expansion vers l'Orient et domine le monde arabe. Le traité de Sèvres, signé en 1920, ampute la Turquie de son empire arabe. Détestée dans ses anciennes colonies, rancunière du traité de Sèvres, la Turquie se replie sur elle-même. Stratégie payante ? Oui, si l'on veut, Mustafa Kemal Atatürk prend la tête du pays et crée la République de Turquie. Droit de vote des femmes, nationalisme, semi-démocratie, laïcisation du territoire, la Turquie se modernise. Épargnée par la Seconde Guerre mondiale après un traité de non-agression passé avec l'Allemagne, la Turquie devient une priorité des États-Unis lors de la guerre froide. Aide économique, développement de l'armée, l'État devient une puissance militaire importante. Le vrai rêve américain en fait, Guillaume. Pas pour tout le monde. L'Est du pays connaît un retard économique, la population est plus traditionnaliste, l'islam est beaucoup plus présent qu'à l'Ouest. De plus, les frontières ne sont pas sûres. Depuis toujours, l'armée turque effectue des incursions en Irak afin de poursuivre certains rebelles du PKK aux grandes dames de Bagdad. La porosité de sa frontière avec la Syrie a également mis l'État sous le feu des critiques. Trop laxiste, trop content de voir son voisin souffrir ou trop débordé, la Turquie doit également regarder vers le nord et la Russie, avec laquelle les tensions grandissent de plus en plus. Si les relations avec la Grèce se sont apaisées depuis le début des années 90, l'aviation hellène abattait tout de même un avion turc en 96 et les incursions aériennes de chaque côté continuent. Une solution miracle, un tournant vers l'Occident ou vers l'Orient ? Difficile de choisir, le chaos règne en Orient et l'Occident a toujours du mal avec cette encombrante puissance. L'adhésion à l'Union européenne ne semble plus d'actualité et l'attitude dictatoriale du régime démocratique hérisse les puissances occidentales. Et si Atatürk avait eu raison, et si l'avenir de la Turquie passait par une orientation interne, il semblerait, tant sa situation de zone tampon en fait un territoire regardé et apeurant pour l'Occident comme pour l'Orient. Merci Guillaume pour ces précisions. Alexis Lemeur vient de prendre place. Bonjour Alexis. Bonjour Alexandre. Alors nous allons revenir avec vous sur les relations internationales turques sur fond de crise au Moyen-Orient, de tensions avec la Russie. La Turquie se retrouve confrontée à de nouvelles problématiques inédites, mais il faut d'abord rappeler à nos auditeurs ce qu'était jusqu'alors la vision turque de leur diplomatie. Tout à fait Alexandre, eh bien c'est assez simple en vérité. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002, la Turquie cherche à être une puissance incontournable, du Maroc à l'Irak en imposant un soft power dans ce qui ressemble à un genre de néo-ottomanisme. L'arrivée d'Ahmet Davutoglu, aujourd'hui Premier ministre au ministère des Affaires étrangères en 2009, débouche sur le leitmotiv suivant: une diplomatie zéro problème avec ses voisins. Eh bien, force est de constater qu'on en est loin aujourd'hui. Vous parlez du conflit syrien ? Oui, principalement. La guerre qui dure depuis maintenant 5 ans a mis à mal la volonté diplomatique turque. Tout d'abord vis-à-vis du régime de Damas. Petit retour en arrière, depuis l'arrivée en Syrie du parti Baas en 1971 sous la houlette de Hafez el-Assad, la Turquie et la Syrie entretiennent des relations tendues, notamment à propos du Sancak d'Alexandrette, une zone qui est située au nord-ouest de la Turquie, de la Syrie et qui a été rattachée à la Turquie en 1939. À de multiples reprises, les deux pays se sont retrouvés au bord du conflit. Plus encore à partir de 1998 et le soutien d'Assad père aux rebelles du PKK. Mais avec sa mort en 2000 et l'avènement de son fils, les deux pays normalisent leurs relations. Augmentation des visas, zone de libre-échange, accords économiques et coopération militaire. Alors comment en est-on arrivé à ce que la Turquie lâche le régime de Damas ? Eh bien, à la suite des printemps arabes, la Turquie adopte une position pro-changement, en soutenant
soutenant des partis islamo-conservateurs comme les Frères musulmans en Égypte. Et ce, dans le but de se poser non plus comme le simple point de rencontre de plusieurs civilisations, mais comme la grande puissance de la région. Cela prend la forme dans le conflit syrien, avec la création à Istanbul du Conseil national syrien, puis l'autorisation accordée à l'armée syrienne libre d'organiser des opérations depuis la Turquie. De plus, elle apporte une aide directe ou indirecte aux combattants djihadistes venus faire tomber Bachar el-Assad en leur laissant traverser le plus tranquillement du monde les 800 km de frontières communes avec la Syrie. Ils ont donc aussi fait le jeu de Daesh. En partie, car évidemment, cette porosité des frontières a aussi permis à de nombreux combattants de l'organisation État islamique de rejoindre le territoire du califat autoproclamé. Par ailleurs, pendant un certain temps, la Turquie s'est retrouvée dans une position ambiguë vis-à-vis de l'organisation terroriste. Les pays occidentaux, rappelons que la Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1952, lui reprochaient principalement de fermer les yeux sur la contrebande du pétrole de Daesh qui passait forcément à un moment sur son territoire, ou encore d'avoir laissé les terroristes perpétrer des massacres dans la ville frontalière kurde de Kobané. De là à dire que la Turquie a fait pendant un temps le jeu de l'organisation État islamique, il n'y a qu'un pas. Mais alors pourquoi avoir laissé l'EI s'établir durablement dans la région ? Eh bien, il y a plusieurs explications qui rentrent en ligne de compte, mais toujours en lien avec un acteur, l'Iran. Du fait de l'affaiblissement des États suite au printemps arabe, mais aussi après les invasions post-11 septembre, le Moyen-Orient a assisté à un repli qu'on pourrait qualifier d'ethnico-religieux. D'un côté, on trouve le bloc sunnite, principalement les monarchies du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, et de l'autre, le bloc chiite, Syrie, Irak, Liban et Iran. Les sunnites craignent ce qu'ils nomment le croissant chiite, c'est-à-dire la zone d'influence de Téhéran à Beyrouth, qui depuis 2003 est totalement sous contrôle chiite et donne à l'Iran un accès à la Méditerranée. Bachar el-Assad faisant partie lui-même des Alaouites, une minorité chiite, sa chute pourrait marquer un coup d'arrêt dans la politique iranienne qui s'affirme de nouveau comme un acteur prépondérant dans la région, avec d'une part la levée des sanctions économiques qui pèsent sur le pays depuis la Révolution, et d'autre part l'accord historique sur le nucléaire civil. L'établissement durable de l'organisation terroriste est aussi dû à la lutte d'influence que ce livre turc et iranien, mais plus globalement sunnites et chiites. On se souvient qu'à la fin de l'année a été marquée par des tensions entre Russes et Turcs. Où en est-on ? Eh bien, en effet, les Turcs, on s'en souvient, avaient abattu fin novembre un avion russe qui avait violé son espace aérien. Moscou avait alors pris des sanctions contre la Turquie. Cependant, même si Erdogan et Poutine n'ont pas les mêmes intérêts en Syrie, leurs différentes rencontres depuis 5 ans ont tourné autour des questions économiques. La Syrie étant reléguée finalement au second plan. Les deux pays sont très interpénétrés économiquement et dépendants l'un de l'autre. C'est tout d'abord l'incompréhension qui avait prédominé parmi les opposants à Daesh. Cependant, la volonté d'Erdogan peut être de retarder une intervention contre l'organisation afin d'être en position de force dans les négociations avec les Kurdes qui jouissent d'une bonne image chez les Occidentaux, poussant ainsi Erdogan au consensus. Avoir voulu se poser comme le phare d'un monde arabe libéré et démocratique, la Turquie d'Erdogan a finalement lentement perdu la faveur du rapport de force dans les discussions internationales. Merci beaucoup Alexis Lemeur. IEJ. Sur près de 80 millions de Turcs, 18 millions sont issus de la communauté kurde, une communauté qui subit l'oppression des forces gouvernementales et militaires depuis près d'un siècle, mais qui n'hésite pas à réagir de manière très violente, comme le démontrent les attentats à Ankara du 17 février et du 13 mars, revendiqués par les faucons de la liberté du Kurdistan, un reportage de Maxime Dubois. Quel avenir pour les Kurdes de Turquie ? Depuis la création de la République turque de Mustafa Kemal en 1924, les populations kurdes ont obtenu les mêmes droits que tout autre citoyen turc. Malheureusement, la réalité est tout autre. Dès le départ, les autorités ont interdit la langue et les noms de famille kurdes. Le mot kurde est lui-même interdit et les Kurdes sont désignés par l'expression turc de montagne par des politiciens. Ainsi, la culture kurde est oubliée. Comme le souligne Gérard Gauthier, bibliothécaire à l'Institut kurde de Paris, pour les Turcs, reconnaître les Kurdes reviendra à perdre une unité nationale. C'est vraiment une peur politique d'atteinte à l'existence même d'un foyer national turc en Anatolie. Pour faire face à cette oppression constante, les Kurdes vont réagir. Ainsi naîtra le PKK, l'actuelle principale force et formation politico-militaire créée en 1978 par un jeune étudiant marxiste, Abdullah Öcalan. Et depuis 1984, le PKK mène une guerre contre Ankara pour attirer l'attention internationale et obtenir la création d'un État kurde. Mais depuis, certaines de ces revendications ont évolué pour laisser place à d'autres moins radicales. Dans tous les pays, il y a cette oscillation entre obtenir un statut d'autonomie, un statut fédéral, ça c'est les aspects les plus... Et puis si on continue à monter, c'est d'obtenir l'indépendance, ou une confédération, et puis dans la revendication la moins, entre guillemets, avec des tonnes de guillemets, extrémistes, ce serait l'autonomie culturelle. Alors que le PKK est un groupe qui se définit par ses actions violentes, d'autres sont beaucoup plus pacifiques. C'est le cas du HDP, le parti kurde présent au Parlement turc. Avec 59 députés, il ne pèse pas bien lourd au niveau national, mais d'un point de vue local, c'est différent.
En effet, en 1984, le pays instaure 16 municipalités métropolitaines et 13 viendront s'ajouter en 2012 sous l'impulsion de l'Union européenne. Grâce à ces municipalités métropolitaines, les régions kurdes tentent notamment de combler le fossé économique qui les sépare des autres villes, comme l'explique Gérard Gauthier. Une des conséquences de ces municipalités métropolitaines, c'est que les élus locaux se sont mis à récupérer davantage de pouvoir, notamment financiers, parce que les municipalités métropolitaines, sur leur emprise territoriale, récupèrent un certain pourcentage des impôts levés par l'État. Une déconcentration qui a également permis de relancer le projet GAP. Ce projet, lancé dans les années 70, avait pour but d'aménager des barrages dans la zone du Tigre et de l'Euphrate. Avec près de 32 milliards de dollars investis, les autorités turques considéraient ce projet comme le principal moyen de résoudre le problème du sous-développement de la zone kurde, mais aussi implicitement de freiner l'exode rural des Kurdes vers les villes telles que Gaziantep ou Diyarbakir. La situation semble donc être en bonne voie pour les Kurdes, Maxime. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, Alexandre. Tout semble presque être de façade en Turquie. Même s'il ne l'a jamais reconnu, il est dit qu'Erdogan se servirait de la question de l'État islamique à la frontière du pays pour contenir les Kurdes. Ankara voudrait finalement un équilibre entre Daesh et les Kurdes où chacun se neutralise. Les Kurdes devront donc encore patienter avant que la situation évolue en Turquie. Merci Maxime Dubois. Aux portes de l'Europe, la Turquie reste pourtant très peu connue des Européens. Située géographiquement entre l'Europe et l'Asie, elle a toujours semblé être attirée par les deux régions géographiques sans vraiment en faire partie, comme Guillaume Dussourd nous l'a rappelé tout à l'heure. Pourtant, depuis plusieurs années, la Turquie s'est rapprochée de l'Europe, notamment avec sa demande officielle d'adhésion à l'Union européenne le 14 avril 1987, une procédure qui est toujours officiellement en cours. Et depuis peu, la Turquie est officiellement devenue un État démocratique. Bonjour Quentin Besnier. Bonjour. Effectivement Alexandre, vous avez raison de le rappeler, si on parle aujourd'hui de Turquie islamo-conservatrice, ça reste officiellement une démocratie. On la connaît en tant que telle depuis l'élection du président Recep Tayyip Erdogan de l'AKP en 2014. C'est en tout cas une définition lourde de sens aujourd'hui au vu des événements liés à l'islamisme radical. Surtout en tant qu'État frontière entre l'Irak et la Syrie, la Turquie est la première confrontée au terrorisme. Oui, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est frappée non pas par une, mais par deux vagues d'attaques terroristes. Depuis 2015, elle doit faire face d'un côté aux attaques de l'État islamique et de l'autre à celles revendiquées par les activistes kurdes. Deux exemples marquants de cette double menace, le 10 octobre 2015, quand deux kamikazes djihadistes avaient tué 103 personnes à Ankara en se faisant exploser au milieu d'une foule de partisans pro-kurdes, attaque présentée comme la plus meurtrière de l'histoire turque. Et l'attaque suicidaire à la voiture piégée dont vous avez parlé Maxime tout à l'heure, attaque revendiquée cette fois-ci par un groupe radical et dissident du PKK, les Faucons de la Liberté du Kurdistan. Pour Marc Semo, ancien correspondant en Turquie, cette guerre à double front cache un autre but. La priorité de la Turquie, c'était, et ça reste, renverser le régime de Bachar el-Assad. La deuxième chose, c'est d'éviter que se constitue un État kurde en Syrie, au nord de la Syrie, le long de sa frontière sud, 900 km, avec une organisation qui est très proche des rebelles kurdes turcs du PKK. Et le troisième, c'était les djihadistes. Et que fait le gouvernement turc pour accomplir son objectif, Quentin ? Eh bien, des ripostes armées et une guerre ouverte contre le terrorisme. L'aviation turque a ainsi intensifié ses attaques depuis le lundi 21 mars et une dizaine de chasseurs bombardiers ont mené une série de frappes contre plusieurs bases des rebelles kurdes dans les montagnes au nord de l'Irak. Pourtant, depuis mai 2014, deux journalistes, Can Dündar et Erdem Gül, risquent la prison à vie pour divulgation de secrets d'État et tentative de putsch. Ils accusent le gouvernement turc d'avoir livré les armes aux rebelles islamistes syriens. C'est notamment le constat du géopoliticien Alexandre Adler qui accuse également le gouvernement Erdogan de collaborer avec Daesh. D'abord la proximité géographique, l'attaque sur Kobané qui visait à faire sauter un verrou kurde pour permettre le trafic de pétrole et de marchandises vers la zone de Daesh. Et puis, bien entendu, la présence sur le terrain des gens de Daesh pour acheminer les volontaires qui viennent d'Europe. Ce qui est certain, Alexandre, c'est que la Turquie paie aujourd'hui les frais de son double jeu dangereux sur le territoire syrien. En privilégiant les frappes contre les Kurdes, la Turquie a laissé s'implanter un important réseau djihadiste sur son territoire. Et entre la gestion des terroristes de l'État islamique, des radicaux appartenant au PKK et de la vague du flux migratoire, le pouvoir du président Erdogan semble plus que jamais affaibli. Merci beaucoup Quentin Besnier. J'accueille désormais Jean-Baptiste Graziani pour le billet d'humour. Depuis maintenant 10 jours, l'accord UE-Turquie concernant la crise des migrants est entré en vigueur. Le compromis trouvé entre Bruxelles et Ankara dans l'urgence vise à appliquer le principe du 1 pour 1. Zoom sur un État au rôle géostratégique clé que l'Europe tente d'attendrir. Comme l'a dit ce grand philosophe français du XXIe siècle. Mais j'espère que la retourne va
La vie tournée. Et oui Francky, la roue a tourné. La Turquie se retrouve désormais en position de force face à l'UE. Alors que Bruxelles fait languir Ankara depuis 63 et que les médias européens critiquent régulièrement les travers du gouvernement turc, l'UE compte plus que jamais sur ce dernier. La Turquie est stratégique pour l'Union. Carrefour géopolitique, 7e économie d'Europe et îlot de stabilité. Pays de transit et d'accueil des très nombreux migrants qui tentent de rejoindre l'Europe, elle se retrouve de fait garde-frontière et zone tampon. Qu'entendez-vous par pays de transit ? Alors deux choses. Déjà, une immense zone de transit pétrolier. N'ayant pas énormément de ressources naturelles, elle exporte beaucoup. Et c'est aussi une immense zone de transit gazier qui pourrait avantager l'UE. Par la Russie, le Moyen-Orient et la Méditerranée orientale. Mais qu'est-ce que c'est que ce beats? Et oui, avec sa position, c'est comme un marché énergétique à elle seule. Et cela va-t-il relancer le débat sur l'adhésion turque à l'UE ? Je ne pense pas, Alexandre. Certains, comme Didier Billon, chercheur à l'IRIS, spécialiste Turquie, l'espèrent. D'autres y voient plus un rapprochement sans but d'adhésion. Et à cette adhésion, la Turquie a bien envie de dire... J'ai pas besoin de toi, pas besoin de tes bras, ton image reflète... Enfin, c'est plus du style... Les concessions réclamées par le gouvernement turc vont plus dans le sens d'avantages concrets, dans le cadre d'un partenariat privilégié, que d'une hypothétique adhésion. Erdogan a du mal à concevoir le mépris éprouvé par l'Union durant toutes ces années. Je suis sûr que dans ses rêves, à Angela, il aimerait dire « Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite. Cet accord consiste en quoi, Jean-Baptiste ? Alors c'est un compromis, enfin entre guillemets, car c'est surtout l'héritière de Constantinople qui gagne au change. D'ailleurs, on a un extrait de l'arrivée des Turcs aux négociations, on me dit. Bonsoir, nous allons les niquer. À partir du 4 avril, la Turquie devra certes réadmettre sur son territoire tout migrant arrivé en Grèce en situation irrégulière, ainsi que les candidats à l'exil dont les demandes auront été rejetées. Mais en échange, l'Union s'engage à accueillir un réfugié syrien en provenance de Turquie et à le réinstaller dans l'un des 28 États membres. En plus de ce consensus, les Turcs récoltent 6 milliards d'euros de compensation financière. Alors dans le fond, me dirait-on, cette Turquie qui possède tous les accords économiques et commerciaux pour entrer dans l'UE, elle qui est la connexion entre Occident et Orient, à la croisée des voies majeures de transport énergétique, elle aurait pu renforcer l'UE notamment face à la puissance russe et l'État islamique. Mais l'UE a longtemps méprisé la Turquie, l'UE n'a pas voulu de la Turquie, l'UE a utilisé la Turquie, et bien aujourd'hui tu sais ce qu'elle lui dit à l'Union, la Turquie ? Ça c'est facile à dire et c'est facile à faire, tu peux le dire à ton frère. Merci Jean-Baptiste Gradiani de rien. Pour votre chronique pleine d'humour. C'est maintenant le moment pour moi de terminer cette émission spéciale Turquie. Un grand merci de nous avoir écoutés et à demain pour une nouvelle émission.